Emmanuel Combe. Bonjour Nicolas. C'est Emmanuel Combe qui a fait le programme. Il est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur à la Schema Business School. Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor et secrétaire général de Croissance Plus, réélu. Voilà. Alors, Virginie Calmels devient présidente de Croissance Plus. Et vous êtes toujours secrétaire général et membre du comité stratégique des écoles Espérance banlieue. Vous m'avez soumis cette idée sur la directive greenwashing. Effectivement, l'Europe veut y renoncer, Emmanuel Combe. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? Alors avant, comme je crois que c'est la dernière émission que je fais avec vous, Nicolas. Alors c'est effectivement la dernière. Je n'ai rien préparé. Rien préparé. Je me suis aperçu par contre que je suis arrivé à l'émission en 2018, donc je voulais juste vous dire merci. Alors merci pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une liberté de ton, je trouve. Vous laissez chaque invité, on n'est souvent pas d'accord, s'exprimer librement sans l'interrompre. J'essaye. Ouais. Pourtant, il y a des auditeurs qui me disent arrêtez de couper la parole. Il y a du débat sans tomber dans la provoque. C'est du débat pour le débat. Et en plus, il y a de la bonne humeur. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Essaye. Moi, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance de vous avoir dans cette émission. En tout cas, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec vous, si j'ose dire. Alors, pour répondre à votre question sur le greenwashing, alors d'abord, de quoi il s'agit, hein, vous l'avez dit, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un nouveau paramètre dans la concurrence, qui est les caractéristiques environnementales des produits. Avant cela, vous regardiez quoi quand vous étiez un consommateur ? Le prix. Or, il y a des consommateurs, quand vous regardez les sondages, qui vous disent... Oui, qui vous disent. On voudrait éventuellement, on est prêt à payer plus cher à condition qu'il y ait une caractéristique environnementale qui soit véritablement vérifiable. Alors qu'est-ce qu'on constate en Europe ? Les études de la Commission très intéressantes, c'est que d'abord il y a prolifération d'allégations environnementales qui ne sont quasiment jamais vérifiées. Sur les produits. Sur les produits. La Commission estime qu'il y a à peu près 53%, on va dire un peu plus de la moitié des allégations qui sont trompeuses ou inexactes. D'où l'idée de dire on va réglementer tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire réglementer ? On va tout d'abord harmoniser. Trop de labels tue le label. Au bout d'un moment, quand vous regardez d'ailleurs un paquet, on ne sait plus trop, il y a 50... Et d'ailleurs, les industriels vous disent on commence à manquer de place. Ben oui, sur les 50 mentions, ce qui fait que plus personne ne regarde. Et surtout, il y a un problème aussi de vérificabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution indépendante qui vérifie. Et donc, la Commission avait porté ce texte que je vais défendre sur les fameuses... Oui, Green Claims, qui vient d'être, en tout cas, suspendu, retiré. Et j'entends cette musique, moi, qui me gêne. Alors peut-être que c'est mon ADN ancien de l'autorité de la concurrence qui va dire mais c'est très bien parce que tout ça, ce sont des règles. Mais pardon, la règle en économie de marché, elle n'est pas toujours inutile. Il y a la règle qui entrave, qui empêche, exemple, l'encadrement des loyers, c'est stupide. Et il y a la règle qui non seulement n'entrave pas, mais qui va faire décoller le marché. Soyons très concrets. Je suis un entrepreneur. Je vous laisse. Vous m'avez gentiment je suis entrepreneur salué sur le fait que je laissais les gens parler, donc je vais vous laisser parler. Je termine très vite. Mais... Je suis un entrepreneur et je veux vraiment faire des produits vraiment green. Oui. Mais le consommateur, comment je vais le convaincre que je fais du green ? Puisque tout le monde dit qu'il fait du green et on sait que la moitié de ceux qui en font, en réalité, ne l'en font pas. Vous n'avez aucune incitation à être vertueux. Donc, si vous partez du principe que vous voulez vraiment un marché green, vous voyez ce qui est intéressant dans mon raisonnement, c'est pas, je me place même pas du point de vue du consommateur, je me place du point de vue du producteur. En réalité, le fait qu'il n'y ait aucune vérification, qu'il y ait trop d'allégations, paradoxalement, ça tue les vertueux. Puisque aujourd'hui, il est très difficile de faire la distinction entre ceux qui respectent vraiment des labels. Alors, il y a quelques labels quand même qui sont très sérieux, style le label AB, hein, parce que justement, c'est un label relativement uniforme. Donc, je trouve que c'est un faux débat. Et je terminerai là-dessus. Au-delà de Green Claims, je suis toujours un peu gêné par ce discours trop simpliste qui consiste à dire moins de règles, c'est toujours mieux. Non, il y a des mauvaises règles. Il y a des règles qui sont souvent des règles nationales, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut des règles européennes, hein, notamment moi je suis pour le Code européen des affaires, avec une régulation, le 28e régime, une régulation qui s'applique à tous les pays de manière... Le 28e régime. Bien sûr, mais concevoir l'économie de marché comme un monde sans règles, pour moi, même philosophiquement, c'est absurde. Si je pousse le bouchon très loin, à ce moment-là, supprimons les règles de concurrence. C'est sûr que pour une entreprise, des règles de concurrence, on pourrait dire que ça les entrave. Ça les entrave pas, ça les libère. Ça les libère parce que ça leur montre ce qu'elles peuvent faire. Est-ce qu'elles ne peuvent pas faire ? Donc j'entends beaucoup plus parfaitement l'argumentaire. J'ai une espèce d'intuition de mauvais pressentiment malgré tout. Parce que je me dis, les intentions de départ sont les bonnes. Et parce que, vous voyez, l'histoire du 28e régime. Ah, donc on en a 27, on va en faire un 28e, et ça s'appelle la simplification. J'ai une espèce d'intuition. Vous ne pourrez jamais simplifier les 27. J'ai un désespoir anticipé. Et c'est comme ça que je le dis. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Bonjour chers amis. Pardon. Président... Il y a plein d'arbres sur la route ce matin. Ah oui, j'ai vu ça. Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié L'ère de la flemme. Comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort chez Buchet-Chastel. Bon, l'argumentaire
du spécialiste que vous êtes, j'achète. La confiance dans le produit, un peu moins. Dans le produit fini. Dans la à partir du directive. moment où vous avez une règle qui est vérifiée, où est le problème? Bon, je sais pas là. Vous créez une incitation à être vertueux? Non, mais Ok. Bon, on va revenir sur la concurrence. Mais Laurent, comment vous entendez l'avis du spécialiste et du professeur? Qui se met à la place d'un producteur. Ça tombe bien, il a de la chance, il y en a un sur le plateau. Oui. On a de la chance. Et on a peut-être un bûcheron aussi ce matin, avec notre ami Babou. Bon. Alors, avant l'émission, Emmanuel m'a dit « Je suis sûr que je ne serai pas d'accord avec toi », ne sachant pas ce que j'allais dire. Il se trouve que je suis partiellement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est bon. Pourquoi? Je vais prendre un parallèle que vous connaissez tous, c'est les normes CE. Oui. D'accord? Donc, on a décidé que tout produit fabriqué, enfin vendu dans l'espace européen, ce stylo doit répondre aux normes CE. Et les normes CE, bon, je ne vais pas vous les dire, il y en a toute une tripotée. Jusque-là, pas de sujet. Après, on a dit, c'est auto-certifiant. C'est-à-dire que moi, entreprise lambda, je vous certifie que ce stylo est fait selon les normes CE. Et on a fermé un regard pudique au niveau des frontières de l'Europe et on a laissé des tonnes et des tonnes de produits qui venaient de l'étranger, notamment d'une région asiatique que je ne nommerai pas, se vendre, et elles ne sont pas aux normes CE. Donc là où Emmanuel a raison... Mais c'est inscrit sur le produit. Ah mais c'est marqué, mais n'importe qui peut mettre normes CE dans son garage. N'importe qui peut mettre un Donc label. là où je suis... Green, on est d'accord. Là où je suis 3000 fois d'accord avec Emmanuel, c'est que si on fait une règle, quelle qu'elle soit, c'est un peu comme avoir des feux rouges, il y a juste les gens qui ont des plaques d'immatriculation qui peuvent s'y arrêter. Et les autres, on fait comme ça et on fait comme ça. Si on fait des règles de ne pas avoir l'appareil qui contrôle et qui assure la cohérence, je veux dire, c'est mortifère. Mortifère. C'est exactement ce qui s'est passé sur le marché européen. Donc là, par exemple, je prends un parallèle. Moi, je ne connais pas le sujet aussi bien que toi. On va prendre le bio. Aujourd'hui, tout est bio. Tu t'arrêtes dans une station-service, tu achètes un paquet de chewing-gum, il est bio. Alors, on se dit, alors, c'est quoi bio? Et puis, quand on discute avec des spécialistes, par exemple, sur un marché, on te dit, attention, il y a le bio qui vient d'Espagne, et c'est pas exactement pareil que le bio qui vient de France. Parce qu'en Espagne, c'est 10 000 fois moins contraignant. Donc, est-ce que le consommateur soit informé? Alors, entre parenthèses, je ne crois pas du tout que ça va inciter le producteur que je suis à être vertueux. Mais si tu as des gens qui vendent un produit, qui disent « ça, c'est la norme X », et que cette norme n'est pas respectée, et qui fait faire ça à l'autre bout du monde, et que toi, tu tapes tous les contrôles, et tous les qualificatifs, et tous les audits qui coûtent une fortune tous les ans, là, il y a une distorsion de concurrence, et c'est là où je te rejoins. Alors, en fait, Laurent a de manière beaucoup plus précise confirmé ce que je me disais. Ouais. À une nuance près, cher Laurent, le label AB est un label européen et pour le coup, on a la certitude que c'est... Donc le mot bio, en effet, est usurpé. Le label AB, c'est un bel exemple, je trouve. Le label AB, la Commission dit, c'est un des rares labels européens où il y a un cahier des charges. Si vous mettez label AB, c'est en effet AB. Mais vous avez raison, à partir de ce label-là, vous avez tout le monde qui raconte produits, je ne sais pas quoi, green, etc. Moi, je reste persuadé que pour lancer une filière, pour inciter, pour récompenser les vertueux, la règle, parfois, elle libère. Et c'est juste ce petit message-là, l'idée que la règle est toujours un empêcheur de tourner en rond, c'est pas tout à fait vrai. Après, j'entends ce que dit Laurent, la règle qui n'est pas vérifiée, par définition, ce n'est pas une règle. Et la règle, c'est une incitation au contournement. Et vérifier... Parce que souvenez-vous, le Made in France, on a fini par se rendre compte qu'il y avait des produits qui étaient Made in France parce que le petit ruban qui emballe le Exactement. Pays, voilà. Et qu'en fait, le produit n'était pas du tout Made in France. Parce que le mot Made in France a une connotation dans l'esprit des gens. Années 70, parti communiste, acheter français, les emplois bien de chez nous, et la réalité n'est pas celle-là. Et comment arriver à des vrais comportements parfaitement vertueux? Mais oui, Olivier, ça vous inspire quoi notre histoire là? Oui, mais évidemment, s'il n'y a pas les bonnes incitations, s'il n'y a pas des formes de contrôle qui vont faire que... Des contrôles. Et des contrôles qui sont suffisamment probables pour pouvoir changer vraiment les comportements. De l'autre côté, moi je suis toujours en matière de comportement environnemental, de morale environnementale, je suis toujours frappé par ce drame, vous savez, qu'on appelle de la différence entre le c'est et le do. Entre ce que les gens font, ce qu'ils déclarent, quand on fait un sondage, êtes-vous conscient d'environnement? Très conscient d'environnement. Mais enfin, le jour où vous êtes devant deux t-shirts, l'un à 1 € et l'autre à 15,20 €, en général, votre choix il est relativement vite fait. Et malheureusement, comme les sondages où ils disent oui, je regarde les documentaires sur Arte le soir à 22h. Et puis c'est quand même TF1 qui cartonne à 21h. On a fait un sondage en demandant aux gens est-ce que vous avez voté aux dernières sénatoriales, sachant que sénatoriales, comme vous le savez, c'est suffrage indirect, c'est des grands électeurs. Et la plupart disaient oui, bien sûr, j'ai voté. Parce que pourquoi? On leur avait demandé avant, est-ce que c'est important pour vous de voter? Bah oui, c'est important. Oui. Ah, vous avez voté aux dernières
dernières sénatoriales. Bien sûr, j'ai voté aux dernières sénatoriales. Donc, et malheureusement, l'âme humaine étant ce qu'elle est, évidemment, ça ne suffit pas, mais je crois que c'est important peut-être de simplifier. Moi, du côté producteur, que je ne suis pas réellement, mais enfin, j'essaye de me mettre de temps en temps dans les chaussures de Laurent, mais il y a un moment donné aussi, il faut se souvenir que tout cela, toutes ces règles, dont certaines sont nécessaires, indispensables, certaines, malheureusement, sont inutiles et superfétatoires, elles créent des coûts cachés qui sont terribles, parce que c'est du temps homme, en fait, que vous allez placer. Et donc, en fait, ça correspond très concrètement à une augmentation de vos coûts de production. Voilà, tout simplement. Il faut comprendre que c'est pas seulement ennuyeux, comme ça, c'est pas une histoire de nuage au-dessus de votre tête. Non, c'est une augmentation de vos coûts de production. Voilà, microéconomiquement parlant, c'est très clair. Mais c'est bien la raison qui a entraîné une forme de moratoire sur la CSRD ou la CS3D que l'Allemagne n'a pas voulu appliquer, le fameux devoir de vigilance. On va dire que tout ça part d'un excellent sentiment, mais tout ça conduit effectivement à un accroissement des coûts de production. Emmanuel Cour, il y a aussi un autre débat pour rebondir sur ce que disait Olivier, la question de à qui s'applique la règle. On peut aussi avoir une application différenciée en fonction des seuils. Typiquement, les ETI, ça me semble assez logique qu'ils ne soient pas soumis exactement au même niveau, je dis pas aux mêmes règles, au même niveau de règles qu'une entreprise du CAC 40. Donc, il y a aussi ce débat à avoir. Il n'y a pas règle ou pas règle. C'est des règles pour qui, à partir de quel seuil. Il y a toute une réflexion en Europe, notamment sur le statut des ETI. Est-ce qu'il ne faut pas exempter d'un certain nombre de règles ou sinon les exempter, qu'elles soient moins strictement appliquées. Ça ne me semble pas complètement le principe de proportionnalité. Oui. Plus vous êtes grand, plus vous avez de responsabilités. Ça me semble juridiquement assez audible. J'arrive pas à m'extraire de mon intuition que remettre des effets de seuil n'est pas une bonne idée et que remettre des règlements n'est pas forcément une bonne idée. Dans l'effet de seuil, il y a toujours le problème en effet de celui qui est du mauvais côté du seuil. Oui. Laurent. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Olivier. Alors, puisque j'ai la chance d'être avec deux professeurs qui ont donc qui sont. Je sens l'ironie. Non, pas du tout. J'ai été aussi sur les bancs de l'école, donc je pense savoir un peu comment vous réfléchissez. Concernant les normes, juste un petit rappel, la France, c'est 400 000 normes, 11 500 lois, 320 000 articles et 130 000 décrets. Donc je pense que c'est bon, il y a de quoi légiférer. Maintenant, je vais un petit peu skier dans les traces d'Olivier. Les normes qui s'accumulent, auxquelles souvent les gens ne comprennent rien, qui se télescopent, etc., qui changent au gré des fonctionnaires et qui les pondent, c'est pas seulement des coûts, c'est l'exode industriel. C'est-à-dire que je connais énormément de produits qui ont disparu de l'Hexagone, qui en plus est frappé d'un mal qui est la surtransposition des normes européennes, parce que avec ces normes, ça devenait infernal. Et donc, ces entreprises ont fermé et elles sont allées produire ailleurs. Et pas parce que c'était moins cher, parce qu'on n'allait pas tous les 4 matins les empêcher de travailler. Donc c'est ça aussi les normes. C'est la disparition de savoir-faire, de souveraineté et autres. Ce sont les témoignages de Patrick Pouyanné au mois de décembre dernier ou Florent Ménégo devant le Sénat. Il y avait la question de la fiscalité, mais il y avait le sujet normatif et effectivement l'inflation normative qui finit par devenir un véritable obstacle à la compétitivité de nos entreprises. Pas facile de trouver le juste milieu, Emmanuel, franchement. Il y a la norme qui encadre, la norme générale aussi. Le droit de la concurrence ne vous dit pas ce que vous devez faire sur le marché. Il vous dit, vous faites ce que vous voulez, vous êtes comme un joueur de foot, par contre, on ne joue pas avec la main. Vous voyez, toute norme n'est pas prescriptive. Là où ça me gêne, c'est la norme qui vous dit tu dois faire ça, ton bureau doit faire 12 mètres carrés, on va aller le vérifier. Ça, c'est très français. Mais la norme qui vous dit quand on joue au jeu de la concurrence, on ne s'entend pas sur le dos des consommateurs, elle vous dit simplement vous ne jouez pas avec la main maintenant si vous avez envie d'être brillant, meilleur. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec cet argument qui consiste à dire la norme. Ah ouais. Alors, elle libère. La norme dans l'esprit du droit anglo-saxon, je suis d'accord sur les grands principes. Un tout petit point sur le droit de la concurrence, parce que c'est ma spécialité. L'abus de position dominante, c'est une norme qui vous dit tu n'abuses pas de ta position dominante. Mais c'est super pour les nouveaux entrants, pour ceux qui veulent croître, parce que le but d'un abus, c'est justement d'exclure, de tuer le petit. Vous voyez, c'est une règle, on peut dire, mais attendez, c'est une règle qui entrave le gros. Oui, elle entrave le gros, mais elle permet au petit peut-être de devenir grand demain. Vous voyez, là, c'est pas un débat basique. Pour moi, le grand problème de la norme, c'est la norme à la française qui va vous prévoir dans le détail. Dans ces cas, tu ne mentiras pas sur ton label vert. Bon. Mais il faut mettre des sanctions derrière. Mais voilà, il faut mettre des sanctions et il faut un green policeman. Oui, mais en France, et je ne veux pas me lancer là-dedans, vous savez que c'est aussi ma spécialité, la théorie de la sanction. En France, on fait des textes sur les sanctions et derrière, ça ne suit jamais. Parce que, vous le savez, pour un économiste, la sanction doit être à la mesure de la violation de ce que... Enfin bref, il doit y avoir un principe de proportionnalité. Si vous avez vraiment enfreint la règle, alors il faut vraiment aller très loin. Et c'est là où on voit que le libéralisme, ce n'est pas du laxisme. Oui. Enfin, moi, je suis libéral, je suis en effet pour des sanctions. Vous le savez, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, les sanctions étaient assez dures. Et elles le sont de plus en plus. Le libéralisme, c'est... Il faut rappeler d'ailleurs que c'est une bonne dépense publique. Oui. Ça
coûte beaucoup moins cher que ça ne rapporte. Budget de l'autorité, je me fais l'avocat de mon ancien employeur, 22 ou 24 millions d'euros. Oui, ça rapporte à peu près, les mauvaises années, 500, 600 millions d'euros à l'État et les bonnes années à plus d'1 milliard. Et quand je dis ça rapporte, il ne s'agit pas de taxer les entreprises, il s'agit en fait de mettre fin à des pratiques, je le répète, qui entravent la concurrence et in fine l'essor de nouvelles entreprises. Il y a des grands principes généraux, mais effectivement, pas de sanctions, pas d'obligation s'il n'y a pas de sanctions. L'obligation n'existe plus sans sanctions. Et des vraies sanctions. Laurent, et on avance après. Mais... La question que soulève Emmanuel est nécessaire, mais je pense que... moi, je suis un pur produit de l'école de Chicago, où on pense qu'il y a la main invisible du marché, mais ça, bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'effectivement, les règles sont nécessaires. Simplement, le problème, c'est que les règles inutiles nuisent à celles qui sont nécessaires. Et la France n'est pas avare de production de règles. Et aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, quels que soient les secteurs, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde s'en plaint. Je veux dire que c'est en train d'asphyxier notre pays. La question qu'on peut se poser, peut-être en teasing, c'est pourquoi est-ce que la production de règles n'est pas aussi intimement liée au nombre de fonctionnaires qui les conçoivent? Et donc à qui profite le crime? J'adore ce genre de débat. La question des retraites, bon, je ne vais pas revenir sur le conclave, l'échec du conclave, les espoirs répétés du gouvernement dans la bouche de Catherine Vautrin ce matin dans le Figaro qu'on va arriver à un accord. Mais il y a le sujet de fond qui est derrière la borne d'âge, Emmanuel Combes, c'est que c'est bien beau tout ça. Mais il faut enfin trouver une façon efficace de conserver les seniors dans l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Et aucun accord sur les retraites n'apportera la réponse magique à cette question essentielle. Ah oui, c'est une histoire de comportement. Vous pouvez relever l'âge de départ à la retraite. Si, de toute façon, vous avez un vrai problème pour maintenir les seniors en emploi, vous ne résolvez pas. Et ça, on voit, c'est pas la loi qui va le faire. La loi, elle donne un cap. Mais c'est pas par la loi que vous allez inciter une personne à rester plus longtemps au travail. Alors, j'ai découvert quelque chose grâce à l'émission. Je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas vous raconter d'histoire des retraites. J'ai découvert qu'il y avait chez les jeunes, ça on le savait, les fameux NEETs. Et j'ai découvert que maintenant, il y avait également, alors je regarde ma fiche, c'est ce que nous dit la DARES, les ni en emploi, ni en retraite. C'est-à-dire des seniors, par exemple, sur les NER. Les NER. Des personnes, elles seraient au nombre de 589 000, ce qui n'est pas complètement anecdotique. Quasiment 600 000, c'est pratiquement une année de départ à la retraite. Typiquement, rupture conventionnelle. Je prends le chèque, et qu'est-ce que je fais? Je ne recherche pas forcément un emploi, ça va être compliqué, je suis inactif, je m'inscris éventuellement à France Travail, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que le taux d'emploi des seniors, c'est important, vous le savez, en France, il est très en dessous de celui de la moyenne, enfin il est en dessous de la moyenne européenne et très en dessous de celui de l'Allemagne. C'est à 59 ans, 60 ans qu'on est proche. Oui, les 55-64 ans, on est à 60% de taux d'emploi, en Allemagne 75%, et en Europe, on doit être à 63-64. Et alors justement, c'est intéressant parce que la DARES nous dit si ces fameuses NER, ces personnes qui sont ni en emploi ni en retraite, restaient sur le marché du travail, on ferait augmenter le taux d'emploi des seniors de 7 points. C'est-à-dire, on est à 60, on passerait à 67%. Donc, ce n'est pas complètement anecdotique. Alors, comment on fait? Il n'y a pas de solution magique, il y a quand même un problème de formation. On le voit bien, les entreprises investissent beaucoup moins passé 50 ans dans la main-d'œuvre. Il y a aussi le fait que les emplois ne correspondent pas forcément aux attentes des seniors. Les seniors, c'est ce que disent les enquêtes, en tout cas, vous disent on veut peut-être un job plus près de chez nous, du temps partiel aménagé, que finalement le passage à la retraite soit plus progressive. Or, vous le savez, en France, on reste quand même dans un modèle où vous travaillez jusqu'au dernier jour, et puis le lendemain, vous partez à la retraite. Donc, et là, vous déprimez, d'ailleurs. Et puis moi, je pense qu'il y a un sujet. Laurent va sans doute me dire que j'ai tort. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce qu'il va dire. Moi, je le vois autour de moi, je suis très surpris. Alors, c'est plutôt des cadres sub dans des grandes entreprises, un sujet quand même de qualité au travail. Où ils vous disent, en fait, on a 55 ans, on est sur la touche, on n'investit pas en nous, etc. Il y a quand même un problème d'investissement dans les grands groupes, en tout cas de représentativité de ces personnes qui ont quand même beaucoup donné, qui ont fait des études et qui vous disent, passé 55 ans, on nous fait comprendre que voilà, on va regarder la retraite gentiment arriver. Quand même, problème de qualité de vie au travail. Je ne suis pas expert de ces sujets-là, mais nier qu'il n'y ait pas un sujet en France quand on voit... Mais le sujet existe. Il me semble que le sujet existe. Mais le vrai sujet, à mon avis, c'est quand même l'histoire de la formation. Je veux dire, si on veut que les seniors restent au travail jusqu'à 64 ans, il faut les former. Et la formation, on le voit bien, la formation n'est pas au niveau.
On a 1 minute 10 avant de marquer une pause, Laurent. Ça va être court. Ça va être court. Ça fera du teasing. Alors, teasing en 1 minute 6. Je pense que ça n'est pas une question de formation. Je pense que c'est une question d'attitude. Et justement, j'y viens, des gens qui signent les contrats de travail. Et je ne suis pas en train de faire des leçons de choses, mais moi j'ai commencé ma carrière dans les années 80. Le mot senior n'existait pas, on parlait des anciens. Le mot senior est un terme extrêmement nouveau qui est né, je dirais, au moment de la contribution de Lalande, pour ceux qui s'en souviennent. Le terme senior, en clair, c'est 45 ans. Bon. Donc, nous, les anciens, c'était les gens qui détenaient le savoir. Et donc, il y avait des systèmes qui étaient plus ou moins bien organisés, où, en clair, soit on travaillait, je dirais, en binôme, soit on regardait comment ça se passait. Mais je dirais, la personne était valorisée et le savoir se transmettait. Et puis après, le terme senior est arrivé. Et puis, alors, le terme le pire, c'est les vieux. C'est-à-dire que ça veut dire... C'est ce que j'ai dit à 9h. Alors ça veut dire périmé, ça veut dire vous servez à rien, et ça dépasse le monde de l'entreprise parce que ça donne une telle image des gens qui ont les cheveux gris qu'en clair, ils deviennent des inutiles dans la société. Alors regardez-moi. Et ça va très très loin, mais on est tous avec des cheveux gris, on est tous seniors autour de ce table. Non, il a pas... Si, moi je raisonne beaucoup. Si. Et donc, je veux dire, il y a une vraie question d'attitude. C'est-à-dire que quand on a décidé officiellement ou officieusement qu'à 45 ans, en clair, on était has-been et qu'il fallait surtout plus investir sur vous, on a envoyé des messages, on a fait alors on appelait ça les pré-retraites, machin. Dans le domaine industriel, ça a été un carnage. Dans l'industrie nucléaire que je connais bien, où en clair, on a carrément cassé la machine en envoyant des tombereaux de gens qui avaient 50 ans, et aujourd'hui on s'étonne qu'on ne sache plus construire un EPR. C'est la fin. Oui. Bon, donc saison 1, voilà, on va prendre la saison 1. Saison 2 dans un instant, on continuera là-dessus, on s'intéressera également au phénomène de l'absentéisme. C'est plus forcément du côté des seniors qu'il faut chercher les raisons, bizarrement. Et puis les différences, Lidl et les porte-conteneurs. Ça, c'est encore une idée d'Emmanuel Combe. Quelle drôle d'idée. Mais il a des choses à nous dire sur le fait qu'ils vont acheter 5 porte-conteneurs supplémentaires, car Lidl possède une compagnie maritime qui s'appelle Tailwind Shipping Lines. À tout de suite.